Si on le crut, ou si l'on feignit de le croire, je l'ignore. Mais la hache rose fut regardée comme un talisman d'une invincible puissance, et lorsque l'ennemi se présenta pour envahir la tribu, tous se portèrent au combat avec une confiance exaltée. La confiance fait la bravoure, et la bravoure fait la force. L'ennemi fut écrasé. La hache rose du grand chef devint pourpre dans le sang des vaincus. Une gloire nouvelle couronna les anciennes gloires de l'homme bleu, et dans sa terreur, l'ennemi lui donna le nom de Marteau rouge, que sa tribu et ses descendants portèrent après lui. Ce marteau lui porta bonheur, car il fut vainqueur dans toutes ses guerres comme dans toutes ses chasses, et mourut plein de jours, sans avoir été victime d'aucun des hasards de sa vie belliqueuse. On l'enterra sous une énorme butte de terre et de sable, suivant la coutume du temps, et malgré le désir effréné qu'avaient ses héritiers de posséder le marteau rouge, on enterra le marteau rouge avec lui. Ainsi le voulait la loi religieuse, conservatrice du respect dû aux morts. Voilà donc notre caillou rejeté dans le néant des ténèbres après une courte période de gloire et d'activité. La tribu du marteau rouge eut lieu de regretter la sépulture donnée au talisman, car les tribus ennemies longtemps épouvantées par la vaillance du grand chef revinrent en nombre et dévastèrent les pays de chasse, enlevèrent les troupeaux et ravagèrent même les habitations. Ces malheurs décidèrent un des descendants de Marteau rouge premier à violer la sépulture de son aïeul, à pénétrer la nuit dans son caveau et à enlever secrètement le talisman qu'il cacha avec soin dans sa mardelle. Comme il ne pouvait avouer à personne cette profanation, il ne pouvait se servir de cette arme excellente et ranimer le courage de son clan, en la faisant briller au soleil des batailles. N'étant plus secoué par un bras énergique et vaillant, le nouveau possesseur était plus superstitieux que brave. Elle perdit sa vertu, et la tribu vaincue, dispersée, dut aller chercher en d'autres lieux des établissements nouveaux. Ces mardelles conquises furent occupées par le vainqueur, et des siècles s'écoulèrent sans que le fameux marteau enterré entre deux pierres fût exhumé. On l'oublia si bien que le jour où une vieille femme, en poursuivant un rat dans sa cuisine, le retrouva intact. Personne ne put lui dire à quoi ce couteau de pierre avait pu servir. L'usage de ces outils s'était perdu. On avait appris à fondre et à façonner le bronze, et comme ces peuples n'avaient pas d'histoire, ils ne se souvenaient pas des services que le silex leur avait rendus. Toutefois, la vieille femme trouva le marteau joli et l'essaya pour râper les racines qu'elle mettait dans sa soupe. Elle le trouva bien commode, bien que le temps et l'humidité l'eussent privé de son beau manche à cordelettes. Il était encore coupant. Elle en fit son couteau de prédilection. Mais après elle, des enfants voulurent s'en servir et l'ébréchèrent outrageusement. Quand vint l'âge du fer, cet ustensile méprisé fut oublié sur le bord de la margelle tarie et à demi comblée. On construisait de nouvelles habitations à fleur de terre avec des cultures autour. On connaissait la bêche et la cognée. On parlait, on agissait, on pensait autrement que par le passé. Le glorieux marteau rouge redevint simple caillou et reprit son sommeil impassible dans l'herbe des prairies. Bien des siècles se passèrent encore, lorsqu'un paysan chasseur qui poursuivait un lièvre réfugié dans la margelle et qui pour mieux courir avait quitté ses sabots, se coupa l'orteil sur une des faces encore tranchantes du marteau rouge. Il le ramassa, pensant en faire des pierres pour son fusil, et l'apporta chez lui, où il l'oublia dans un coin. À l'époque des vendanges, il s'en servit pour caler sa cuve. Après quoi il le jeta dans son jardin, où les choux, ces fiers occupants d'une terre longtemps abandonnée à elle-même, le couvrirent de leur ombre
et lui permirent de dormir encore à l'abri du caprice de l'homme. 100 ans plus tard, un jardinier le rencontra sous sa bêche, et comme le jardin du paysan s'était fondu dans un parc seigneurial, ce jardinier porta sa trouvaille au châtelain en lui disant « Ma foi, monsieur le comte, je crois bien que j'ai trouvé dans mes planches d'asperges un de ces marteaux anciens dont vous êtes curieux. » Monsieur le comte complimenta son jardinier sur son œil d'antiquaire et fit grand cas de sa découverte. Le marteau rouge était un des plus beaux spécimens de l'antique industrie de nos pères. Et malgré les outrages du temps, il portait la trace indélébile du travail de l'homme à un degré remarquable. Tous les amis de la maison et tous les antiquaires du pays l'admirèrent. Son âge devint un sujet de grande discussion. Il était en partie dégrossi et taillé au silex comme les spécimens des premiers âges, en partie façonnés et polis comme ceux d'un temps moins barbare. Il appartenait évidemment à un temps de transition. Peut-être avait-il été apporté par des émigrants. À coup sûr, dirent les géologues. Il n'a pas été fabriqué dans le pays, car il n'y a pas de traces de cornaline bien loin à la ronde. Les géologues n'oublièrent qu'une chose, c'est que les eaux sont des conducteurs de minéraux de toutes sortes. Et les antiquaires ne songèrent pas à se demander si l'histoire des faits industriels n'était pas démentie à chaque instant par des tentatives personnelles dues au caprice ou au génie de quelque artisan mieux doué que les autres. La figure tracée sur la lame présentait encore quelques linéaments qui furent soigneusement examinés. On y voyait bien encore l'intention de représenter un animal. Mais était-ce un cheval, un cerf, un ours des cavernes ou un mammouth? Quand on eut bien examiné et interrogé le marteau rouge, on le plaça sur un coussinet de velours. C'était la plus curieuse pièce de la collection de monsieur le comte. Il eut la place d'honneur et la conserva pendant une dizaine d'années. Mais monsieur le comte vint à mourir sans enfant, et madame la comtesse trouva que le défunt avait dépensé pour ses collections beaucoup d'argent, qu'il eût mieux employé à lui acheter des dentelles et à renouveler ses équipages. Elle fit vendre toutes ses antiquailles, pressée qu'elle était d'en débarrasser les chambres de son château. Elle ne conserva que quelques gemmes gravées et quelques médailles d'or qu'elle pouvait utiliser pour sa parure, et comme le marteau rouge était tiré d'une cornaline particulièrement belle, elle le confia à un lapidaire chargé de le tailler en plaques destinées à un fermoir de ceinture. Quand les fragments du marteau rouge furent taillés et montés, madame trouva la chose fort laide et la donna à sa petite nièce, âgée de 6 ans, qui en orna sa poupée. Mais ce bijou trop lourd et trop grand ne lui plut pas longtemps, et elle imagina d'en faire de la soupe. Oui, vraiment, mes enfants, de la soupe pour les poupées. Vous savez mieux que moi que la soupe aux poupées se compose de choses très variées. Des fleurs, des graines, des coquilles, des haricots blancs et rouges. Tout est bon quand cela est cuit à point dans un petit vase de fer blanc sur un feu imaginaire. La petite nièce, manquant de carottes pour son pot-au-feu, remarqua la belle couleur de la cornaline, et à l'aide d'un fer à repasser, elle la broya en 1000 petits morceaux qui donnèrent très bonne mine à la soupe et que la poupée eût dû trouver succulente. Pensez, quelle réflexion n'eût-il pas faite sur son étrange destinée? Avoir été montagne et puis bloc, avoir servi sous cette forme à l'œuvre mystérieuse d'une fée, avoir forcé un ruisseau à révéler les secrets du génie des cimes glacées, avoir été, plus tard, le palladium d'une tribu guerrière, la gloire d'un peuple, le sceptre d'un homme bleu, être descendu à l'humble condition de couteau de cuisine jusqu'à ratisser Dieu sait quels légumes chez un peuple encore sauvage, avoir retrouvé une sorte de gloire dans les mains d'un antiquaire,
jusqu'à se pavaner sur un socle de velours aux yeux des amateurs émerveillés. Et tout cela pour devenir carotte fictive dans les mains d'un enfant, sans pouvoir seulement éveiller l'appétit dédaigneux d'une poupée. Le marteau rouge n'était pourtant pas absolument anéanti. Il en était resté un morceau gros comme une noix que le valet de chambre ramassa en balayant et qu'il vendit 50 centimes au lapidaire. Avec ce dernier fragment, le lapidaire fit 3 bagues qu'il vendit 1 franc chacune. C'est très joli, une bague de cornaline. Mais c'est vite cassé et perdu. Une seule existe encore, elle a été donnée à une petite fille soigneuse qui la conserve précieusement, sans se douter qu'elle possède la dernière parcelle du fameux marteau rouge, lequel n'était lui-même qu'une parcelle de la roche aux fées. Tel est le sort des choses. Elles n'existent que par le prix que nous y attachons. Elles n'ont point d'âme qui les fasse renaître. Elles deviennent poussière. Mais sous cette forme, tout ce qui possède la vie les utilise encore. La vie se sert de tout, et ce que le temps et l'homme détruisent renaît sous des formes nouvelles, grâce à cette fée qui ne laisse rien perdre, qui répare tout et qui recommence tout ce qui est défait. Cette reine des fées, vous la connaissez fort bien, c'est la nature.